Hémisphère son. Ariadna Alsina Tarrés est une compositrice catalane. Elle a étudié le violon au Conservatoire Liceu de Barcelone et la sonologie à l'École supérieure de musique de Catalogne, où elle s'oriente vers la composition en étudiant avec Luis Naon et Gabriel Brncic. Arrivée à Paris en 2009, elle se forme avec José Manuel López López, Horacio Vaggione, Christine Groult, Hector Parra, puis Martin Matalone entre 2012 et 2015, avant de suivre le cursus de l'IRCAM en 2015-2016. Elle intègre ensuite le master en composition de musique mixte à la Haute École de musique de Genève, où elle étudie avec Pascal Dussapin, Luis Naon, Éric Daubresse et Michael Jarel. Cet enseignement est complété par de nombreuses masterclass à Barcelone, Helsinki et Paris, notamment avec Kaya Sariao, qui vient de nous quitter, Franck Bedrosian, Marco Stroppa, Philippe Manoury, Francesco Filidei, Luca Francesconi, Daniel Teruggi, etc. La liste est fort longue. Pour ajouter encore à ce riche parcours, il faut préciser qu'Ariadna Alsina a soutenu une thèse à l'Université de Paris 8 en décembre 2021 sous la direction de Maki Solomos et Alain Bonardi, qui porte sur l'écriture du temps en musique mixte. Elle est par ailleurs assistante au département de composition de la Haute École de musique de Genève. Sa musique se nourrit du cadre théorique de la spectromorphologie qui lui fait s'intéresser à la malléabilité et à la transformation de la matière sonore, une recherche sur le timbre, sur l'objet sonore, sa composition et ses déclinaisons. Bonjour Ariadna Alsina. Bonjour. Alors, tout de suite, une question technique. Qu'est-ce que la spectromorphologie en 2 mots ? Alors, la spectromorphologie, c'est une manière de pouvoir parler des sons, des composantes internes des sons, c'est-à-dire leur spectre, et de l'évolution de ce spectre dans le temps et dans l'espace, ce qui permet de catégoriser les sons et pouvoir les utiliser pour composer et ensuite pour analyser les pièces, notamment électroacoustiques. Alors c'est une sorte de grammaire sonore en vérité, c'est ça ? Oui, en quelque sorte, c'est ça. Ça permet de décrire les sons et de pouvoir avoir une pensée basée sur les spectres et la forme, la morphologie, dans la forme des sons. On connaît le solfège sonore de Pierre Schaeffer, on connaît aussi les unités sémiotiques qui avaient été créées à Marseille pour parler de la musique électroacoustique. C'est quelque chose qui se rapproche de ça alors ? Oui, en fait, dans ce cas, c'est Denis Mallet, un compositeur qui enseigne et travaille à Londres, qui a théorisé la spectromorphologie, mais il y a des racines dans disons, les théories de Pierre Schaeffer et les autres penseurs qui ont théorisé aussi le langage des sons. Et oui, parce que c'est quand même important, depuis le temps qu'on s'occupe des sons, depuis le temps que les sons sont à la base de la musique de plus en plus occidentale, c'est quand même fou qu'on n'ait pas une grammaire, un solfège comme ça qui soit enseigné dans tous les conservatoires. Hein. C'est quand même assez dingue hein, qu'on doive atteindre un certain niveau d'études pour commencer à parler de ces différentes grammaires. Et d'autant plus qu'avec les technologies qui sont maintenant à portée de tout le monde, on a très vite accès à manipuler des sources sonores, des enregistrements ou des sons générés par synthétiseur. Et donc c'est très intéressant de connaître les composantes internes de ces sons pour pouvoir les manipuler, y travailler et faire de la musique avec. Eh ben oui, parce qu'on est vite limité en vocabulaire si on ne s'intéresse pas à tout ça. On dit piou-piou, pipi, des onomatopées. Hein.
Merci pour ce début très technique, Ariadna. J'aimerais qu'on aborde ton double parcours catalan et français. Quelles sont les différences, toi qui as vécu les deux univers musicaux, quelles sont les différences et les ressemblances entre la vie musicale en Espagne, plus particulièrement donc en Catalogne, et en France? Je dirais qu'au moment où j'ai quitté Barcelone en 2009, il y avait peut-être une plus grande différence au niveau des opportunités, des richesses d'offres culturelles, aussi de concerts, de festivals, et que progressivement, il y a eu une amélioration, disons, de ce contexte, et il y a de plus en plus d'activités concernant la musique contemporaine aussi à Barcelone et au niveau de l'Espagne. Ça veut dire en fait quand tu dis ça que finalement il y avait plus d'opportunités en France au moment où tu as bougé, c'est ça que tu veux dire? Oui, je l'ai ressenti comme ça. C'est vrai qu'à Barcelone, il y avait déjà, bien sûr, des concerts, des professeurs qui enseignaient l'électroacoustique. C'est comme ça que j'ai pu commencer avec Luis Naon et Gabriel Brenzig. Il y avait aussi déjà le studio Phonos avec une histoire d'expérimentation. Mais c'était peut-être des groupes qu'on pouvait presque compter avec les doigts de la main et qu'on allait souvent au concert et il n'y avait pas beaucoup de public. Donc c'était en fait, maintenant que j'y pense, il y avait encore tout un travail à faire. Je pense que ça s'est fait progressivement de diffusion, de vulgarisation aussi de cette musique. Et alors comment s'est passé ton passage en France donc en 2009? Qu'est-ce qui a poussé ce choix de venir en France? Donc c'est en partie grâce aux professeurs qui enseignaient à la fois à Paris et à Barcelone, qui ont fait un peu le lien, notamment je pense à Luis Naon, qui à ce moment-là enseignait à la ESMUC et il enseigne encore en ce moment au CNSM de Paris et qui a ouvert un petit peu la vision de ce qui se passait à Paris aux étudiants de la ESMUC, et on est plusieurs en fait à avoir fait le choix de partir et faire des études à Paris notamment, mais d'autres à l'étranger aussi. Et moi, comme je m'intéressais beaucoup à la musique électroacoustique, j'écoutais beaucoup de compositions qui étaient faites au studio de GRM ou de l'IRCAM. Je connaissais le concours de Bourges. Donc, je pensais que le référent français était quelque chose à suivre et j'avais envie de le découvrir. Et alors tu as été déçue ou satisfaite dans cette arrivée en France? C'est quelque chose qui t'a enthousiasmé? Comment c'était? Oui, j'étais très enthousiasmée. C'était une découverte en fait de ce que, au début, moi, j'avais l'intuition que ça pouvait me permettre d'ouvrir une voie aussi d'expression avec la composition. Et en fait, ça a été comme ça. Et puis le fait de pouvoir être joué par des étudiants, des collègues musiciens, ça a permis aussi d'avancer plus vite quand tu peux entendre les pièces tout de suite et bien jouer et pouvoir les améliorer, faire des variations. Et ça, à l'époque, c'était pas possible à Barcelone? En fait, ce qui se passe, c'est qu'à Barcelone, moi, j'étais dans le cursus de sonologie. Donc, en fait, je faisais plutôt la composition électroacoustique. Et c'est à Paris, en fait, quand j'ai commencé la composition mixte et instrumentale. Donc, ça, c'est pas lié au fait d'être dans un pays ou l'autre. C'est que mon parcours s'est un peu ouvert en arrivant à Paris et que j'ai découvert mon envie aussi d'écrire pour les instruments, en fait. D'accord. Alors, tu as étudié à Genève aussi, tu enseignes toujours à Genève. Comment est la vie musicale à Genève? La vie musicale à Genève est très riche. Et évidemment, il n'y a pas tous les concerts et les offres comme à Paris où parfois le même soir, tu as 3 choix différents. Mais il y a des très bons ensembles et la vie musicale est riche. Oui, dans ce sens. Et une chose qui me plaît aussi de Genève, c'est que la Suisse est
très en contact aussi avec le contexte germanique. Et donc, ça m'a permis aussi de connaître une autre manière d'entendre la musique qui est plus proche de l'Allemagne peut-être. Mhm. Donc, est-ce que ces différents séjours, parce que là tu évolues finalement entre 3 territoires, est-ce que chacun de ces lieux influence ta musique? Est-ce que tu ressens quelque chose comme ça? Puisque tu nous parles de l'influence allemande là en Suisse, est-ce que c'est quelque chose que tu sens dans ta propre écriture, tout ça? Peut-être, mais ça dépend aussi beaucoup des personnes que tu croises et parfois, comme maintenant, avec la globalisation, finalement, on peut entendre, écouter la musique qui s'est produite à d'autres lieux aussi. Et les personnes bougent, voyagent, vont donner des conférences, des masterclass ailleurs. Euh, c'est pas tellement lié, je pense, à un territoire. Quelle a été l'importance de l'IRCAM dans ton écriture musicale, dans ton travail aussi, hein? Tu étais beaucoup venu à l'IRCAM, tu as suivi le stage de l'IRCAM, hein, le stage que suivent beaucoup de compositeurs sur leur parcours, c'est presque une évidence, hein, pour certains, certaines. Ça a été quelque chose de fondamental pour toi? Ça a été un jalon important? Oui, je pense que ça a été très important. J'avais la maîtrise de quelques technologies que j'avais apprises pour composer la musique électroacoustique et un peu pour la musique mixte. Mais disons que pendant le cursus, j'ai pu vraiment approfondir sur toute une palette de technologies développées ici. Et en plus, avec le but de créer un projet à la fin du cursus, sous le regard de Hector Parra. Et donc, avec toujours une intention musicale et artistique derrière l'utilisation de ces technologies. Il y a un morceau qui est sorti de ce cursus de l'IRCAM, c'est L'air cassé de la carapace pour accordéon et électronique. Est-ce que tu peux nous en dire un mot de cette œuvre? Oui, cette œuvre a été écrite en très étroite collaboration avec Thibaut Trosset, l'accordéoniste qui a créé la pièce. Et donc, ça a été vraiment une recherche sur les possibilités de l'instrument au niveau du timbre, au niveau des techniques étendues, des sons de toutes sortes qu'il peut sortir. Et puis, je voulais aussi métaphoriquement parler de l'instrument comme si c'était un être vivant et puis le mettre en rapport avec une sorte d'extension qui était l'électronique qui permettait de étendre le son dans l'espace, le faire bouger et aussi aller plus loin sur le registre de l'instrument. Et encore le timbre à nouveau. Ouais. Mhm. Alors, c'est une œuvre que tu as créée au moment où tu étais encore étudiante, hein, on était en 2016. Alors, c'est ce qui convient d'appeler souvent une œuvre de jeunesse, hein, dans la vie d'un compositeur ou d'une compositrice. Et je vois que tu la mets en avant quand même sur ton Soundscape, sur tes espaces publics sur Internet. Donc, ça veut dire que c'est une œuvre que tu ne renies pas, que tu acceptes toujours comme étant vraiment dans ton corpus de composition. C'est vrai, et en fait, ça m'arrive avec certaines des pièces que j'ai fait plutôt à la fin de mes études, desquelles je pense qu'il y a eu beaucoup de temps de réflexion et de recherche et collaboration avec les instrumentistes. Que parfois après, dans les projets plus professionnels, peut-être il n'y a pas ces opportunités, parfois oui bien sûr, mais pas tout le temps, de passer tellement de temps avec l'instrumentiste à chercher. Et donc je pense que ça, même si ce sont des œuvres de jeunesse, il y a quelque chose qui a été vraiment approfondi et qui a donné quelque chose que je tiens.
Ariadna, je sais que tu continues à te rendre à Barcelone. Un temps d'ailleurs, en 2012, tu avais cofondé le festival Mixtour. Je crois que c'était quelque chose d'important pour toi à cette époque-là. Tu n'es pas forcément resté d'ailleurs dans l'organisation. C'est ça, j'y étais au tout début, pendant les 2, 3 premières années, et après je suis repartie à Paris pour étudier et j'ai pas pu suivre les deux. Mais tu gardes un pied sur Barcelone. Tu continues à donner des cours, je crois, là-bas. Oui, c'est assez récent, juste il y a 2, 3 ans avant la pandémie, et récemment cette année que j'ai commencé à donner des cours à la SMUC. C'est ponctuel de janvier à mars pour un master de composition et technologie. La pédagogie, c'est quelque chose d'important pour toi? Oui, ça me plaît bien et puis je pense que c'est à la fois enrichissant et à la fois gratifiant de pouvoir partager cette passion avec des jeunes gens. Oui, parce que tu as soutenu une thèse, on en parlait en introduction, qui s'appelle «L'écriture du temps en musique mixte», sous la direction de Maki Solomos et de Alain Bonardi. Cette thèse, tu l'as soutenue à Paris 8 le 9 décembre 2021. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Alors, je me suis lancée sur cette aventure de la thèse. Je le dis comme ça parce que ça a duré assez longtemps. Je l'ai fait à mi-temps. Mais ça m'a permis de réfléchir un peu plus à cette utilisation des technologies parce que je me posais la question, quand on fait de la musique mixte, le choix des technologies, est-ce qu'il est lié à l'écriture du temps musical? Puisqu'on parle beaucoup des technologies interactives, des technologies de suivi, de temps réel, donc tout un atout pour pouvoir donner de la flexibilité temporelle à l'interprète. Et il y avait quelques positionnements très forts en faveur d'une technologie ou d'une autre, et j'ai voulu étudier un petit peu les différentes possibilités et voir comment, selon finalement le projet de chacun et le temps musical qu'on veut travailler, en temps plutôt lisse ou plutôt pulsé, si la synchronisation est très importante ou si bien c'est quelque chose de flou, cela permet peut-être de choisir la bonne technologie pour chaque projet. Parce que ça existe encore aussi, la musique mixte, où on joue, comme on disait à l'époque, sur bande. C'est-à-dire qu'on laisse défiler un son et finalement on se cale sur ce son-là. Oui, ça existe encore. Et puis on trouve des stratégies aussi pour avoir différents découpages de cette bande et pouvoir la lancer, comme on dit, à des moments précis pour pouvoir synchroniser avec les points importants. Oui, ça c'est souvent quand on a une pédale. Au pied, on a un interrupteur qui lance les choses. Voilà, ça peut se faire avec une pédale, ça peut se faire aussi de manière automatique si le logiciel reconnaît ces moments. C'est la partition virtuelle, c'est ça, c'est des choses comme ça. Oui, des suivis de partition, où il y a aussi de suivi de gestes avec des capteurs, il y a plein de possibilités en fait. Alors j'ai lu que tu avais, pour cette thèse, travaillé sur des œuvres de Marco Stroppa, par exemple, de Roch Rivas aussi, et que tu avais aussi composé toi-même 3 œuvres qui servaient à illustrer finalement ton propos.
et à tester des solutions. Voilà, la thèse est de recherche et création. C'est une typologie de thèse qui met en avant le fait qu'on fait une recherche avec la finalité aussi de proposer quelque chose au niveau de la production artistique. Alors, parfois, ce n'est pas forcément une pièce finie ou aboutie, mais une pièce en working progress ou en laboratoire où on a pu tester des situations avec des technologies ou des différentes circonstances qui permettent de peut-être donner des idées ou aller plus loin dans la recherche plus théorique qu'on aussi intègre dans la thèse. Oui, donc en fait, les œuvres font partie intégrante de la thèse, finalement. Et elles ont intégré ton catalogue? Il y en a deux que oui, et il y a une troisième qui était plutôt sous forme de laboratoire, et c'était notamment avec une chorégraphe, donc où on a testé de reconnaissance de gestes avec une caméra, et puis on a testé le possible dialogue et écriture ensemble de mouvements et de musique. Et alors, quels sont les résultats de cette thèse? Alors, j'imagine que c'est très très long à nous expliquer toutes les conclusions, mais est-ce que tu as fait des découvertes sur des nouvelles règles ou peut-être des choses qu'on peut un petit peu synthétiser, généraliser dans l'écriture de la musique mixte? Il n'y a pas de conclusion définitive ni de vérité absolue, mais disons que j'ai donné quelques exemples et situations en même temps d'analyse de pièces de référence et de situations que j'ai testées moi pour arriver à cette conclusion un peu que je évoquais tout à l'heure, c'est qu'il y a certaines technologies qui fonctionnent peut-être mieux pour un projet qui travaille en temps musical pulsé où la synchronisation est très importante et d'autres technologies ou d'autres stratégies aussi où en fait il n'y a pas besoin de ça mais on peut travailler avec d'autres technologies. Et finalement aussi je proposais avec ce projet avec la danse un détournement d'une technologie qui est à la base pensée pour être en suivi de partition. Je proposais de l'utiliser pour suivre les mouvements. Donc aussi, disons que je donnais des exemples pour encourager, disons, à chercher dans les technologies une utilisation personnelle qui soit vraiment adaptée au but de chacun. On va écouter un extrait d'une des œuvres qui figure dans la thèse, en fait. Qu'est-ce que tu proposerais, en fait? La deuxième des pièces, qui s'appelle « Ne pleurez pas insectes », est une pièce pour soprano, violoncelle et électronique. Et je travaille beaucoup sur ces deux temps différents, c'est le temps pulsé et le temps lisse, le temps suspendu, dans cette opposition entre deux perceptions, mais aussi de temps musical. Donc on écoute « Ne pleurez pas insectes ». Le rien tout entier.
Est-ce que écrire une thèse telle que celle-là, qui est vraiment dans la pratique, c'est une étape importante dans la carrière d'une compositrice? Est-ce qu'il y a un avant et un après la thèse dans ce que tu fais musicalement maintenant? Pour moi, ça a été très mélangé parce qu'en fait, j'ai fait la thèse en même temps que je continuais à me former aussi en tant que compositrice et ça a été très imbriqué. Donc, je crois que ça m'a accompagnée pendant tout ce parcours que tu expliquais avant d'étudier à Paris, à l'IRCAM, à Genève. La thèse m'a suivie et moi, je l'ai intégrée à chacune de ces étapes et ces étapes ont contribué aussi à la recherche de la thèse. Donc, j'ai essayé que ça soit un peu des synergies vers une évolution de la manière de composer. Tu peux nous en dire un petit peu plus sur tes titres? Ne pleurez pas, insectes. Tout à l'heure, on a écouté l'air cassé de la carapace. Comment tu choisis tes titres? À chaque fois, c'est un peu différent. Parfois, le titre vient tout au début avec une idée conceptuelle ou une idée poétique. Mais d'autres fois, c'est un titre provisoire, comme on dit. Et après, à fur et à mesure que la pièce avance, ou même à la toute fin, je trouve peut-être un autre titre qui me plaît mieux. Mais j'essaye, oui, de trouver des titres qui soient avec des significations un peu ouvertes, qui évoquent plusieurs idées en même temps, parce que j'aime bien aussi travailler les concepts de manière métaphorique, et les sons et les idées musicales. Alors, Arianna Alsina, le 22 juin prochain, tu vas créer une œuvre à l'IRCAM, dans la salle de projection de l'IRCAM. Donc, il s'agit de Split Screen Vestige. Cette œuvre, donc, fait partie d'un projet Janus, en collaboration avec le Centre de musique baroque de Versailles. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce projet et sur cette œuvre? Et alors, ce projet m'a été proposé il y a déjà plus d'un an. C'est un gros projet de collaboration entre l'IRCAM et le CMBV qui va impliquer aussi d'autres compositrices et compositeurs. Là, c'est le premier volet. Et ça a impliqué des échanges très réguliers où je suis allée à Versailles en groupe au tout début avec les 4 compositeurs et récemment donc toute seule et avec le réalisateur en informatique musicale pour travailler avec eux, avec la maîtrise de manière très étroite au tout début, de découvrir ce que
eux, ils dominent ce répertoire de musique baroque française et puis leur technique, leur tessiture, donc d'une découverte et plus tard aussi de moi leur montrer ma musique et mes idées musicales et les techniques que j'aimais bien. Et on a échangé régulièrement avec les directeurs aussi, Fabien et Clément. Et voilà, ça sera une pièce pour ensemble de voix égales et mixtes et électroniques. Et il y aura aussi une viole de gamme sur scène. Et ce sont des instruments ou des effectifs que tu avais déjà rencontrés dans ton parcours ou c'est une totale découverte? Alors, j'avais écrit par ensemble vocal, mais plus petit. Et aussi pour voix, mais souvent dans des musiques de chambre ou musique mixte. Donc, c'est un peu la première fois où j'ai un effectif aussi grand. Et avec cette commande de dialoguer avec le répertoire baroque qui est leur répertoire propre. Et je crois que dans ce répertoire baroque, tu as eu des chocs esthétiques. Il y a eu des choses qui t'ont fasciné dans ta découverte, non? Oui, en fait, bon, je connaissais déjà un petit peu, mais à cause de ce projet, j'ai réécouté, bien sûr, des musiques. Et j'étais très, très fascinée par un motet de Lully, que du coup, ça a été le moteur de cette création en partie. Après, j'ai ajouté aussi des sources contemporaines, des poèmes de poètes contemporains. Dans cette composition, j'utilise le texte du grand motet Au lacrymé de Lully, qui est un texte de Pierre Perrin, et aussi 3 poèmes de poètes contemporains. Zoé Scolding et Nuno Judice. Le but, c'est quoi? C'est de faire se rencontrer les publics, de décloisonner? Alors, le projet Janus s'appelle comme ça parce qu'il a pour but de pouvoir regarder à la fois vers le passé et vers le futur, comme le dieu Janus. Et c'est un peu la situation qui va se produire dans le concert où ils vont cohabiter des pièces baroques avec des créations contemporaines. Et j'ai aimé aussi dans ma composition d'utiliser des textes du passé et des textes contemporains pour voir un peu ces préoccupations et thématiques qui continuent et qui sont toujours présentes dans les questionnements de l'humanité et en même temps qui nous font réfléchir sur ce qu'on doit retenir et apprendre du passé pour pouvoir apprendre et ne pas faire les mêmes erreurs pour le futur. Et alors, je crois que dans la salle de projection sera modélisée l'acoustique de l'église du Palais de Versailles, c'est bien ça? C'est ça, la chapelle royale, concrètement. Donc, des équipes de l'IRCAM sont allées prendre des empreintes acoustiques de la chapelle royale pour pouvoir la modéliser et avec un système qui s'appelle par convolution. On applique une réverbération à la salle du concert qui simule l'espace de la chapelle royale. Est-ce que c'est quelque chose d'important pour une compositrice de créer une œuvre à l'IRCAM? Tu as eu différentes collaborations déjà avec l'IRCAM, notamment il y a eu ce film de Peter Tchaikovsky, Dreamwork, un film de 2001 que tu as mis en musique, je dirais, en 2019, c'est bien ça. Et puis donc ce projet Janus avec Split Screen Vestige, c'est quelque chose d'important dans un parcours, c'est quelque chose qui marque une carrière de compositrice? Pour moi, ça a été vraiment très important de pouvoir travailler ici. C'est vrai, il y a toutes les équipes de recherche qui sont à la pointe des technologies, qui testent des développements qui ont été pensés récemment et des technologies novatrices. Aussi, ça permet de s'insérer un petit peu dans un réseau de compositeurs, de compositrices, de chercheurs, d'ingénieurs du son, de participer de cette vie musicale et culturelle et de cette recherche. Donc, c'est vraiment un moment de partage très important. Aussi important que le partage avec les musiciens, les chanteurs, les chefs. C'est-à-dire que on écrit de la musique
souvent de manière très solitaire, mais finalement, c'est pour la partager et ces moments de travail en équipe sont très importants. On va écouter un extrait de Dreamwork, le film de Peter Tcharkassky que tu as mis en musique donc en 2019 dans le cadre d'un projet de l'IRCAM. Tu prépares une cocommande pour l'ensemble Sillage, dirigé par Gonzalo Bustos. Une cocommande aussi de Hémisphère Son, je le signale au passage, pour Mixtour, donc en 2024. Comment ça se passe une collaboration? Comment ça se passe une commande comme ça? Est-ce qu'il y a des demandes précises? Est-ce qu'il y a un cahier des charges à remplir? Est-ce que tu es totalement libre de ce que tu leur proposes? Alors, ça dépend des cas. C'est vrai que parfois, les commandes peuvent arriver avec un cahier de charges très précis et un effectif déjà prédéfini. Dans ce cas, ça a été très intéressant de pouvoir échanger avec Gonzalo, le directeur artistique, de quel effectif on aimerait travailler, quel type de projet on pourrait présenter avec un fil rouge pendant un concert qui alternerait plusieurs configurations de l'ensemble, ce qui peut être aussi intéressant. Donc ça permet vraiment de penser le projet ensemble et aussi j'espère bien pouvoir échanger avec les musiciens directement. J'en connais quelques-uns parce qu'ils ont joué certaines de mes pièces et donc j'ai hâte de ces échanges en fait. J'aime beaucoup pouvoir tester des idées, avoir leur retour et parfois leurs propositions aussi. Alors cette commande, tu l'as axée autour de, je cite, la fragilité et son opposé. Qu'est-ce qui serait l'opposé de la fragilité, Arianna? Alors c'est vrai que ce titre est, comme j'aime bien, assez ouvert. Ça peut évoquer à la fois des qualités sonores, des générations du son, des objets sonores produits par les instruments ou par les corps sonores qu'on utilise. Mais aussi, ça peut être métaphoriquement des concepts qui parlent de la condition humaine ou des rapports entre personnes. J'aime bien aussi trouver des idées liées aussi à l'expérience de la vie, disons, que je peux essayer de trouver des rapports musicaux de ça. Et donc l'opposé de la fragilité, ça pourrait être un complément de la fragilité qui serait peut-être la résistance ou la résilience. Mais si je pense à la génération du son, au geste de produire le son, donc ça permet aussi de parler de la matière sonore. Non, la matière sonore, finalement, ce sont des ondes qui se propagent dans l'air, qui nous arrivent et que nous percevons de manière subjective, selon notre expérience, notre vécu. Et donc, un son peut être instable, peut être fragile aussi, peut avoir une tendance vers le silence ou naître du silence, ou bien peut être produit grâce à une friction entre matières qui, elles, sont dures,
et que le frottement entre elles produit un son qui peut émerveiller nos oreilles. Donc ça permet en fait ces concepts de fragilité et son opposé qui est vraiment très très ouvert à imaginer pour tout un chacun. Ça permet d'explorer finalement ce qui m'intéresse, c'est le timbre, les sons, les morphologies sonores, comment tisser un discours musical avec ça, pouvoir évoquer des idées poétiques avec. Avec tes titres, avec tes descriptions aussi, comme celle que tu viens de nous donner de ta musique, il y a toujours une empreinte concrète dans ta musique, en tout cas voilà, une attache concrète. Est-ce que tu crois à une musique abstraite, à quelque chose qui serait purement de l'ordre de la grammaire abstraite ? Oui, tout à fait. En fait, ça m'arrive aussi d'être séduite par un son et poursuivre sa temporalité, son geste, et que ça m'amène à composer toute une séquence avec, purement parce que le son en soi, je le trouve beau et parlant, et ouais, ça me plaît. Tu as déjà écrit des œuvres comme celle-là, purement abstraites, purement basées sur ces rapports entre les sons et pas plus ? Je crois que oui. Parfois, il y a peut-être des sections entières qui sont basées sur un son. Peut-être que dans certains extraits de la pièce 5 frissons métamécaniques, on pourrait dire qu'il y a des moments où c'est une musique plus abstraite basée sur vraiment les sons. Et donc cette pièce qui a été une commande de Radio France pour l'émission Dans Montaron, qui a été créée par le trio KDM, pourrait être un exemple notamment le premier mouvement où je m'inspire d'un univers sonore de sculpture mobile de Jean Tinguely, et j'en fais le discours musical à partir de vraiment des sons. Merci beaucoup Ariadna Alsina pour cet échange. Merci beaucoup. Et bonne continuation.